Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle vidéo sur ma collection Nintendo 64. Donc vous verrez dans mon catalogue, il y a déjà ma collection NES, Super NES, vous pourrez aller les voir sur ma chaîne. Il y a ces deux vidéos qui sont déjà en ligne. Et avant de commencer, pourquoi je vous ai présenté en intro la pub de Zelda Ocarina of Time? Parce que tout simplement, cette pub-là a marqué mon enfance. Alors autant les pubs de NES et Super NES, j'étais encore petit, je me rappelle plus trop, même si c'est aussi les intros de mes autres vidéos. C'est des pubs que j'avais des vagues souvenirs, mais je me rappelais plus vraiment. Par contre, la pub de Zelda Ocarina of Time, je l'ai regardé 1000 fois à la télé. J'attendais qu'une chose, c'est que ce jeu sorte pour pouvoir y jouer sur la Nintendo 64. C'était le premier Zelda en 3D. Ça reste à ce jour une masterclass en termes de jeu Zelda. Pour moi, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur Zelda jamais sorti. Bon, cœur balance avec Breath of the Wild quand même, parce que vraiment, j'ai kiffé ce jeu, mais c'est pas le même rapport, parce que Breath of the Wild, voilà, j'étais adulte, elle est bien ancrée dans la vie active, alors que Zelda Ocarina of Time, j'étais adolescent. Voilà, c'était vraiment la découverte de la 3D et puis ce jeu qui était un monument. Donc on va en parler un petit peu plus tard, mais voilà, c'est pourquoi je voulais présenter cette pub. Parce que vraiment, voilà, ça m'a vraiment marqué dans mon enfance. Et je pense que si vous êtes geek comme moi, il y en a plusieurs qui vont partager cet avis. Voilà, donc toujours est-il que je vais présenter ma collection du coup de ma Nintendo 64, qui est un peu celle qui est la moins conséquente, parce que c'est la console que j'ai gardée le moins longtemps. Parce que c'était là qu'à ce moment-là, il y a toutes les nouvelles consoles qui se bousculaient, et en étant ado, ben, on ne peut pas acheter toutes les consoles, donc on en vend une pour en acheter une autre, et c'est ce qui s'est passé avec la Nintendo 64. Mon dernier jeu, ça aurait été Majora's Mask, et après, une fois que j'ai fait les deux Zelda, j'ai revendu toute ma console et mes jeux pour m'acheter une nouvelle console, et justement, on va faire cette genèse un petit peu de la Nintendo 64, comme on a fait avec la Super NES. Et on va parler un peu des étapes avant que cette console arrive sur le marché. Donc il faut savoir que Nintendo, en 90-91, domine le marché avec la NES, la Super NES. Hein, c'est les masters, c'est les maîtres des consoles. Ils écrasent tout sur leur passage. En face, il y a Sega qui est leur concurrent direct. Et Sega sort le Mega CD, commence à se tourner vers les consoles 32 bits, avec notamment la Saturn. Et Nintendo décide d'appeler Sony, qui était déjà à l'origine de la puce sonore qu'il y avait dans la Super NES. Sony avait déjà fait ça avec Ken Kutaragi, donc à ce moment-là le patron, un des concepteurs de Sony PlayStation, et par leur grande expérience, Nintendo leur fait confiance et leur demande de créer un système de CD, un add-on CD qui s'ajouterait à la Super Nintendo pour pouvoir profiter de jeux sur compact disc. Il y a des accords qui sont créés, il y a une console qui est créée, qui apparaît à l'écran, une console, PlayStation, Nintendo PlayStation, une Super NES CD en fait. Et il y a un accord qui est trouvé entre les deux, sauf que le patron de Nintendo à ce moment-là, sur le contrat, constate qu'il y a des grosses parts de marché qui vont revenir à Sony, et eux, ils sont pas du tout d'accord, parce que Nintendo, avec ça, ils sont hyper stricts sur leur truc, et ils voulaient à tout prix avoir toutes les parts de marché pour eux, récupérer tout l'argent de leur licence, Zelda, Mario, et que Sony n'en profite pas, et donc ils font un enfant dans le dos à Sony, et lors d'une conférence, ils balancent en direct qu'ils s'associent à Philips, avec la CDI, qui font un enfant dans le dos à Sony et qu'ils annulent le contrat purement et simplement, limite sous les yeux de Sony médusés qui comprennent pas ce qui se passe. Et donc le projet Super NES, CD, PlayStation est mis de côté, et donc Nintendo part sur le CD avec Philips qui fera un flop total. Et donc on connaît la suite pour PlayStation. Ken Kutaragi va continuer à prendre la base de ce Super NES CD qu'il avait créé, n'abandonne pas le projet, et 3 ans plus tard, naît la PlayStation en 94, et on connaîtra son succès fulgurant derrière. Je pense que Nintendo s'est peut-être un peu mordu les doigts à ce moment-là. Bon, ils se sont bien rattrapés maintenant avec la Switch et reste, mais bon. Toujours est-il que voilà, la genèse de cette construction de la console, c'est ça. Donc Nintendo n'a pas d'accord sur le CD,
continuent à essayer de voir quelle serait leur prochaine console, et commencent à plancher sur voilà, une console 64 bits qui serait plus puissante que les Saturn et les PlayStation qui viennent de sortir, et donc prépare la sortie de donc la Nintendo 64, qui au début s'est fait appeler Nintendo Ultra 64, avant de finalement enlever le Ultra et de rester sur Nintendo 64, et sortent et donc commence à préparer la sortie en 1995 de cette console, sauf qu'il va y avoir des retards de production, voilà, ils vont prendre grave du retard sur la sortie de cette console, et elle va sortir finalement qu'en 96, donc au Japon, et en 97 en Europe, donc bien après, donc le 23 juin 96 au Japon, et le 1er septembre 97 donc en France. Donc nous, on l'aura sur le coup des Noël 97, mais en attendant, PlayStation, qui commence à monter, et puis connaître un succès vraiment phénoménal, a déjà un parc de consoles installé depuis 94-95 en France, donc 2-3 ans, et voilà, Nintendo tarde à sortir sa console, et c'est pour ça que la console fera un semi-flop, parce que ce ne sera pas celle qui se vendra le plus, c'est clair, et fera un petit flop. Il faut savoir, la console s'est vendue à l'international à 33 millions d'exemplaires. Donc c'est pas des chiffres énormes pour Nintendo, en sachant que là ils sont à plus de 100 millions déjà avec la Switch. Donc du coup, voilà, un semi-flop. Et puis en plus, ils resteront pas sur le CD, mais ils resteront sur des cartouches qui sont plus compliquées, plus coûteuses à faire, et ils vont perdre des partenaires à ce moment-là. Ils vont perdre voilà, d'autres acteurs du jeu vidéo, Acclaim, Capcom, tout ça, qui préfèrent se tourner vers la PlayStation et les CD, qui sont moins coûteux à faire, plus de mémoire de stockage, plus simple à programmer, qu'une Nintendo 64 qui reste sur des cartouches, qui commence à être un peu à l'ancienne, avec des coûts de fabrication plus chers, des plus difficiles à développer. Et du coup, Nintendo va devoir que se concentrer sur leurs jeux Nintendo propres à eux, qui seront quand même des best-sellers, hein, les Mario 64, les Zelda, les Ocarina of Time, Majora's Mask, Mario Kart 64, ça sera des énormes jeux. Mais la console va pas durer dans le temps, parce que PlayStation va prendre le dessus, et Nintendo va vite devoir par la suite revoir sa manière de faire. Toujours est-il que la console reste une excellente console où j'ai passé des super moments dessus. Ils sortent aussi avec cette console Nintendo une manette qui maintenant est décriée parce qu'ils disent que la manette c'était un peu n'importe quoi. Enfin, surtout maintenant ils disent que l'ergonomie c'est pas top, mais à l'époque l'ergonomie c'était une révolution. Il y avait le premier stick analogique pour jouer en 3D dessus, c'était jamais vu avant. Ils ont créé le stick analogique pour le déplacement des personnages dans le monde en 3D. Et voilà, Nintendo encore révolutionne. À chaque fois, il y a une petite touche de révolution, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo. Nintendo révolutionne à chaque fois le jeu vidéo en inventant systématiquement un nouveau truc qui fait que voilà, ils se démarquent des autres concurrents, et qu'ils arrivent toujours à rebondir et à bien vendre leur console. Donc voilà, des jeux qui se vendent donc super bien. Si je retrouve les chiffres pour pas vous dire de bêtises, est-ce qu'il y a les chiffres dessus? Voilà, Super Mario 64, 12 millions d'exemplaires, Mario Kart 64, 10 millions, GoldenEye, 8 millions, Ocarina of Time, 7 millions, Super Smash Bros, 5 millions, Pokémon Stadium, 5 aussi, Donkey Kong 64, 5, Diddy Kong Racing, presque 5, Lylat Wars, 4 millions, et Banjo et Kazooie, 3,65 millions. Ça, c'est les principaux titres sortis sur la console, et qui feront quand même des millions de ventes, mais qui n'arrivera pas, Nintendo à ce moment-là n'arrivera pas à rattraper du coup PlayStation, et devra revoir sa copie pour sa prochaine console, qui sera par la suite la GameCube. Donc voilà, pour la petite histoire, la petite genèse du coup de cette console, avec les déboires avec Sony, etc., ça en reste pas moins une console, moi, voilà, que j'ai déballé à Noël 97, j'avais 16 ans. Je l'ai déballé, j'avais Super Mario 64. J'étais comme un dingue devant ce jeu. C'était la folie, la 3D, le stick analogique, le déplacement dans le monde. C'était une révolution. On parlait pas d'évolution à ce moment-là de jeux vidéo, on parlait d'une révolution en termes de jeux vidéo. C'est quand même le passage à la 3D, temps réel, avec le stick analogique, un premier Mario qui sort de cette trempe en plus, qui a pris des notes faramineuses.
Mais franchement, voilà, c'est pour moi une console, pareil, qui a marqué mon enfance, marqué mon adolescence, vraiment au plus profond de moi, et auquel j'ai passé des super moments également avec des potes. 4 ports manettes, on pouvait jouer à 4 directement sans avoir un adaptateur. C'était vraiment voilà, au top, et j'ai passé des super journées avec mes potes là-dessus. Et donc c'est pour ça que voilà, je vais vous présenter mes jeux de cœur que j'ai eu sur cette console, toujours pareil que j'ai racheté par la suite. C'est mes jeux de cœur, je vais vous les présenter tout de suite. Et bah voilà, on va passer directement au premier jeu. Donc le premier jeu, vous vous en doutez, c'est Super Mario 64 que j'ai eu donc à Noël en 97. Je l'ai trouvé en super bon état. Donc voilà, franchement, un peu abîmé sur le haut, mais bon, c'est pas très grave. Et là, vous allumez votre console quand vous êtes gosse, vous jouez à ça et vous hallucinez, clairement, purement et simplement, vous vous dites, mais à quoi je suis en train de jouer? Qu'est-ce que Nintendo vient de me sortir? C'est ouf. Euh, Vous n'avez pas encore de PlayStation. Moi, j'avais pas de PlayStation. Hein. Je pouvais pas m'acheter, comme je vous dis, plusieurs consoles à la suite. Donc là, c'était la cartouche. Je pouvais pas m'acheter plusieurs consoles à la suite. Et donc, bah, j'avais celle-là principalement. Et je me suis vraiment concentré sur cette console-là. Donc là, pareil, le manuel entièrement français, complet. Il faut savoir aussi que Nintendo avait sorti un Rumble Pack. Sur la manette, on pouvait brancher un petit objet, enfin un petit add-on qui permettait de faire vibrer la manette. Ce que PlayStation derrière prendra avec sa DualShock. Parce que PlayStation va créer des manettes sans stick analogique. Ensuite, il va créer des sticks analogiques et il va implémenter la vibration directe dans la manette. Ça, c'est PlayStation qui inventera ça. Mais la première invention, quand même, encore une fois, en termes de révolution, ça sera ce Rumble Pack qui fera vibrer la manette de la Nintendo en fonction du moment des joueurs, enfin du personnage, en rajoutant un add-on sur la manette. Donc ça, c'était une première aussi pour Nintendo. Alors le deuxième jeu en français, parce que j'ai des jeux en japonais. Alors sur cette console, j'ai eu que des jeux en français. Mais je les ai pas tous trouvés en français parce qu'il y a certains jeux de Nintendo 64 qui cotent énormément, c'est très cher. Et du coup, je me suis rabattu sur certaines boîtes japonaises que je trouvais aussi beaucoup plus belles que les boîtes françaises. Je vous montrerai ça après. Mais en tout cas, j'ai eu que des jeux français à l'époque sur cette console. Pas d'adaptateur ni rien, que des jeux français. Mais voilà, je vais vous présenter des jeux français-japonais, comme ça vous aurez aussi les jaquettes japonaises. Et donc le deuxième jeu que j'ai eu sur cette console, c'est celui-là. 1080 degrés snowboarding. Alors celui-là, pareil, un jeu de surf démentiel. Pareil, avec des super musiques, il y avait des descentes en ski à faire qui étaient phénoménales et c'était vraiment hyper sympa à faire. Pareil, on pouvait jouer à plusieurs. Il y avait des tricks de malade, justement des 360 degrés, 1080 degrés qu'on devait faire donc avec la manette et tout. Un super jeu de ski, enfin de snowboard, qui était vraiment au top. Et toujours pareil, des super modes d'emploi colorés, avec d'illustrations dedans, ce qu'on n'a plus dans les jeux vidéo actuels. Quoi. Alors ensuite, un autre jeu solo que j'ai surkiffé à la Mario 64, hein, c'était Rare, encore une fois, les papas de Donkey Kong, la Silicon Graphics, parce que voilà, c'est pareil, il faut savoir que Nintendo 64 c'est associé à la Silicon Graphics, qui était à l'époque, ceux qui avaient fait les effets spéciaux pour Terminator 2, Jurassic Park, etc. Donc c'était des mecs à la pointe de la technologie et ils ont un partenariat Nintendo avec Silicon Graphics pour créer la Nintendo 64. Donc on parlait quand même d'une machine de guerre à l'époque. Il fallait vraiment se rendre compte que Nintendo avait mis le paquet pour sa console. Même si elle n'a pas bien marché, ça restait une console du feu de Dieu, quoi. C'était, voilà, en termes de technologie, on était vraiment à la pointe. Et donc l'autre jeu que je vous parlais, c'est celui-là, Banjo et Kazooie. Ils ont fait Banjo et Tooie après, mais je crois que j'avais vendu la console et j'avais pas pu le faire. Banjo et Kazooie, énorme jeu aussi à la Donkey Kong. Enfin, c'était le top du top aussi ce jeu, franchement. Voilà, avec vous jouiez une espèce de petite ours avec un oiseau sur son dos. Vous deviez récupérer des pièces de puzzle. Franchement, c'était top. Le manuel en excellent état aussi. Je les protège, alors je les ouvre pas parce qu'il faudrait que j'enlève tout, ce serait un peu galère, mais bon.
que la vidéo durerait peut-être un peu longtemps. Et voilà, avec les pubs et tout, j'ai tout récupéré en excellent état. Donc voilà, un jeu aussi que vous devez avoir fait si vous êtes geek et quarantenaire comme moi, vous l'avez peut-être fait sur votre console de l'époque. Un must-have, hein, celui-là aussi à avoir. Alors ensuite, un FPS, un First Person Shooting. Celui-là, pareil. Perfect Dark. Rare toujours, ils avaient un gros partenariat, hein, comme c'était la Silicon Graphics et tout ça, ils avaient un gros partenariat. Jeu, donc en vue à la première personne. Énorme ce jeu. Franchement, un jeu qui a pris des notes de malade. Un Peggy 18 pour ce jeu, donc vraiment interdit aux moins de 18 ans. C'était rare à l'époque. C'était rare. La petite... Bref, c'est pas drôle. Et puis Dolby Surround. Et là, pareil, il y avait un expansion pack. Il fallait rajouter en fait de la puissance à la console en mettant une espèce de cartouche de RAM qui permettait en fait à la console d'être plus puissante et de pouvoir faire tourner certains jeux. Si vous aviez pas ça, il y a certains jeux où vous ne pouviez pas jouer sans ça. Il me semble Ocarina, enfin Majora's Mask, je crois que sans ça vous pouviez pas jouer. Et pareil, on pouvait jouer à 4 joueurs. Énorme jeu celui-là, de Rare, qui est sollicité, qui a été très bien vu par les joueurs, même encore maintenant, les joueurs de rétro kiffent ce jeu. Et ils ont raison parce que c'est un super jeu. Donc, cartouche en très bon état. Et puis pareil, le manuel. Alors les manuels étaient épais, hein, quand vous voyez l'épaisseur des manuels. C'est un truc de malade, quoi. Ils blaguaient pas, il y avait toutes les langues et tout, c'était vraiment... Voilà, Nintendo mettait le prix. Alors les jeux coûtaient cher. Et encore, ils coûtaient 500 francs à l'époque, donc 75 € de maintenant. Donc c'est le prix d'un jeu PlayStation 5 par exemple. Mais vous aviez une boîte, un manuel, la cartouche, tout en couleur. Alors que maintenant, vous n'avez plus du tout de manuel dans les boîtes PlayStation et autres. Hein. Donc il y avait des efforts de fait sur ces boîtes. Et c'est pour ça que maintenant, ça devient des collectors. Et que les gens, comme moi, collectionnent ces boîtes-là. Hein, parce que c'est vraiment magnifique. Alors ensuite, on arrive sur un jeu qui, je pense, est le plus populaire de la Nintendo 64. C'est ce jeu-là. GoldenEye 007. Un des meilleurs films aussi de James Bond, je trouve. Toujours Rare. Alors voilà, encore une fois, eux, c'était le partenariat ultime avec Nintendo. Ce jeu-là, j'ai passé des soirées avec mes potes, mais de folie, à 4 sur des maps en multijoueur, d'anthologie, franchement, j'ai des souvenirs de ce jeu, la musique du début, la première mission, c'était le top, même maintenant, il est ultra coté, il est recherché, quand même, il est assez cher, pour le trouver, c'est assez cher, et beaucoup de gens... persiste à dire que c'est un des meilleurs FPS de Nintendo 64, voire le meilleur, un des meilleurs jeux. Tout le monde voudrait, là il y a toutes les petites pubs et tout ça, hein. Tout le monde voudrait un remake de ce jeu-là sur la Switch ou une ressortie. Est-ce que Nintendo un jour va écouter les fans? Après GoldenEye, voilà, ça marche bien aussi quand le film vient de sortir et tout. C'est un vieux film GoldenEye, avec 90, 2000. Je pense pas qu'il ferait des ventes, mais un jeu comme ça, en remake, moi je signe tout de suite. Alors ensuite, on arrive sur les jeux japonais. Vous verrez, les boîtes sont complètement différentes. Elles sont un petit peu plus grandes. Mais elles sont très stylées, encore une fois. Et là, les boîtes sont en super état parce que les Japonais font super gaffe à leurs affaires. Comme je vous ai dit, je suis déjà allé au Japon. C'est des maniaques. Voilà. Et on le ressent quand ils vous envoient les jeux du Japon. C'est un truc de folie. Et donc, le premier jeu que j'ai dans ma collection, c'est Mario 64. Mario Kart 64. Et voilà, la boîte, elle est ultra colorée, c'est très joli, il y a des petites animations, enfin des petites photos derrière, des écritures partout de toutes les couleurs. C'est vraiment très stylé, quoi. Toujours pareil, nous on a des boîtes en carton un peu dégueulasses, qui se cassaient au fil du temps, qui jaunissaient. Eux ont des boîtes en plastique, voilà, en dur, qui permet de garder le jeu nickel. Donc voilà, ça c'est la cartouche. Avec carrément, voilà, floqué Nintendo 64. Donc voilà, ils faisaient un effort quand même un peu plus les Japonais sur leur jeu. Alors eux, c'est une culture chez eux de malade. Pareil, des petits trucs en carton.
Voilà, avec les raccourcis. En fait, c'était des manuels rapides pour pouvoir utiliser les boutons. Et puis après, vous aviez le manuel. Là, il est un peu plus abîmé, le manuel. Et voilà, vous aviez des manuels tout en couleur, qui présentaient un peu tout. Voilà, donc super stylé. Et ça, c'est voilà, les jeux... typiquement, enfin, c'est typiquement japonais de conserver leurs jeux, de faire attention à leurs affaires. Et on le ressent dans les boîtes des jeux, quoi. Alors ensuite, un jeu qui, en ce moment, fait un peu parler sur le net. Si vous avez vu ma vidéo donc sur ma chaîne de F0, on parle de F0X. Alors, excellent jeu qui tournait super bien sur la console. Magnifique jaquette. Vous voyez la jaquette, elle est splendide. Franchement, c'est... Là derrière, toujours pareil, en mode un petit peu comme sur la Super NES, en BD. Donc voilà, très très belle boîte pour ce F0X. On espère que Nintendo va nous ressortir un remake de F0 GX ou un nouveau F0 avant la sortie de la Switch 2, éventuellement en 2024 ou autre. Ça serait le top. Mais voilà, je sais pas s'ils vont faire ça ou non. En tout cas, s'ils le font, pareil, je serai le premier à acheter ce F0 parce que F0 c'est le top. En termes de jeu, un peu à la Wipeout, un jeu qui tourne hyper vite pour la Nintendo 64 déjà. Sur la GameCube avec le GX, c'était la folie aussi. Mais là, franchement, ce jeu déjà, c'était une petite révolution. Ça tournait très bien et j'ai passé de très bons moments aussi avec mes potes sur ce jeu-là, quoi. Donc là, vous voyez les bouquins. Alors ouais, effectivement, je lis pas le japonais. Tellement dommage, j'aimerais tellement apprendre à parler japonais. Alors le lire peut-être pas parce que c'est compliqué, mais au moins le parler. C'est une langue très difficile. Mais voilà, je vous dis, quand j'étais petit, les jeux en import, je prenais un petit dictionnaire. Et puis je lisais les mots et j'essayais de traduire, surtout sur Final Fantasy, feu, foot, glace, eau. Comme ça, je savais exactement quoi faire sur les jeux. Mais c'était pas facile. Mais c'est vrai que la langue japonaise, c'est vraiment une belle langue et une belle écriture. Alors ensuite, un jeu qui n'était pas révolutionnaire comme le jeu précédent, qui était Donkey Kong Country. Là, on est sur Donkey Kong 64. Donc Donkey Kong Country avait marqué son temps, avait explosé les rétines des journalistes et des joueurs à l'époque. Donkey Kong 64, un peu moins. C'est pas le meilleur Donkey Kong de sa génération, mais en tout cas, ça ne restait pas moins un excellent jeu. Toujours Rare, donc j'ai quasiment que des jeux Rare parce que c'est vrai que Rare était beaucoup présent à l'époque sur Nintendo, c'était leur partenariat, et ont sorti énormément de jeux pour eux. Et Nintendo s'est concentré sur ses Zelda et ses Mario, mais il a laissé Rare sortir tous les autres jeux de ses licences que maintenant Nintendo possède, Donkey Kong 64, enfin tous les Donkey Kong, les trucs c'est à eux maintenant, c'est plus à Rare. Ils peuvent sortir des jeux Donkey Kong maintenant. Puis il y a même des petites pubs là, vous voyez, qui étaient dans la boîte. Ça c'est pareil, c'est d'époque. Je suis content d'avoir ça, parce que là il est complet. Le petit manuel. Avec le Rumble Pack encore ici, qu'on pouvait rajouter pour pouvoir jouer. Alors je crois que celui-là c'était obligatoire. Alors comme c'est écrit en japonais, voilà, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que pour jouer, je suis quasi sûr, que pour jouer à Donkey Kong 64, il fallait le Rumble Pack, sinon vous ne pouviez pas jouer parce que la console demandait plus de puissance pour pouvoir jouer à ce jeu-là. Alors ensuite, un jeu pas Rare, mais LucasArts, vous aurez compris avec Lucas, Star Wars Rogue Squadron. Alors c'était les premiers jeux vraiment en 3D de Star Wars. Là, il frappe un grand coup. Simulation spatiale avec les X-Wing, les vaisseaux de l'Empire, etc. Ce jeu, une folie. Pour l'époque. Après, je préférerais derrière, ils vont ressortir avec la GameCube. Ils vont ressortir Rogue Leader, etc. qui feront des cartons monumentaux aussi. Mais alors là, ce jeu-là, Rogue Squadron, excellent jeu. Là, j'ai pas le manuel, j'ai juste une petite pub là comme ça, mais j'ai pas trouvé le manuel avec, et c'est assez dur à trouver, même en japonais. Et le jeu en français coûte très cher. Donc je me suis rabattu sur le jeu en japonais, mais c'est vrai que il est assez difficile à trouver à un prix raisonnable. Mais alors celui-là, voilà, Rogue Squadron pour l'époque, sur 64, une folie quoi. Un super shooter spatial. Alors on arrive ensuite, pour moi,
sur les 2 meilleurs jeux de la 64. Vous aurez compris, hein, si vous suivez la chaîne, je suis fan de Zelda. Et regardez-moi cette boîte, comment elle est magnifique. Zelda Ocarina of Time. Donc on avait une boîte noire et or chez nous, comme sur la pub au début que je vous ai montré avec l'épée dans le bouclier. Mais là, regardez cette jaquette. Noir et argenté avec Link sur son cheval. Franchement, voilà, les boîtes, elles sont juste magnifiques. Regardez-moi ça. Le artworks là de Zelda, enfant et adulte, l'Ocarina qui est là, enfin, franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est pour ça que je l'ai pris en japonais. D'ailleurs, bon, faut que je vous dise, en français, c'est trop cher. Et puis, en japonais, je trouvais la cartouche tellement belle. Enfin, la boîte et la cartouche tellement belle que je me suis rabattu sur celle-là. Et puis là, pour le coup, vous avez un manuel. Regardez-moi ça. Regardez l'artwork du manuel. On dirait un dessin animé. C'est juste magnifique. Regardez ça, c'est splendide. Franchement, il est en super état en plus, dans un état parfait. Je l'ai payé assez cher. Mais voilà, c'est... Vous avez carrément, regardez... Là, bon, vous aviez le... Donc, le manuel, enfin les boutons pour savoir quelle action il fallait faire. Et surtout, derrière, regardez, vous avez comme une partition. Et vous aviez des petites notes comme ça. C'est des petits stickers à coller qui vous permettaient de les coller sur la partition, là, pour connaître les chants, les musiques à faire dans le jeu, pour invoquer votre cheval, invoquer la pluie, le temps, changer le temps, etc. Parce que c'était comme ça dans le jeu. Et c'est énorme, quoi. On n'avait pas ça en France. On avait un manuel, mais on n'avait pas ce truc-là. Les Japonais ont le sens du détail. C'est ouf. Donc, assez ouf. Avec des petites pubs, toujours pareil. Mais franchement, voilà, je suis très content d'avoir rentré ce jeu-là. Il est en super état. Et pour moi, je vous le dis, comme je vous ai dit au début de la vidéo, ça reste un des meilleurs, enfin, un des meilleurs jeux de la Nintendo 64, c'est sûr, mais un des meilleurs jeux de tous les temps, quoi. Ils ont encore révolutionné le gaming avec ça, Nintendo, et ils nous ont sorti un Zelda, mais qui sortait de nulle part, qui était un truc qu'on n'avait jamais vu. Et quand j'ai joué à ça, j'ai tellement pris un pied d'enfer à jouer à ce jeu. Voilà, pour moi, un bijou. C'est un bijou, ce jeu. Et puis le dernier jeu que j'ai dans ma collection, vous l'aurez compris, c'est le dernier Zelda. Majora's Mask, pareil, regardez-moi cette boîte. C'est magnifique, les couleurs. Le dégradé de bleu, rose, violet, comme ça, c'est magnifique. Avec Epona et Link. Voilà, une suite directe à Ocarina of Time. Et un peu plus décrié, un peu plus noir comme jeu. Pas celui préféré des joueurs, même si techniquement encore c'est à un niveau très, très élevé par rapport... Enfin, comme le Ocarina of Time. Derrière, ça restait pas le meilleur jeu que les joueurs ont préféré jouer. C'est pas celui qu'ils ont préféré. Moi non plus, je vous avouerai. J'étais resté sur Ocarina of Time. Majora's Mask, j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, regardez ça. C'est magnifique, franchement, c'est super beau. Je suis un amoureux des cartouches japonaises. Des boîtes japonaises. Quand je suis allé au Japon, vous imaginez même pas les magasins. Il y a des tonnes de trucs. Et vous avez envie de rentrer avec le magasin entier en France. C'est tellement beau. Voilà, les Japonais ont ce goût quand même de la petite finition, de la petite touche sur les jeux vidéo. Et puis on voit que voilà, c'est ancré en eux au Japon, le jeu vidéo. Ça fait partie de leur culture. Et on le voit très bien, ils ont un soin tout particulier sur tout ça. Et voilà, ça, ce Zelda-là, pas le meilleur, mais un excellent jeu. Et ce sera un des derniers qui sortira sur la console. Et un des derniers que moi, en tout cas, j'aurais acquis dans ma collection. Et quand j'étais jeune, que j'avais acquis sur la Nintendo 64 de l'époque. C'est un des derniers jeux auxquels je jouais avant de revendre la console et de passer à la PlayStation. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette présentation de ma collection Nintendo 64. Ça sera la dernière vidéo d'ailleurs de collection, on va dire, de jeux rétro.
J'ai quelques jeux sur Game Boy Advance en japonais, des boîtes magnifiques. Je vous montrerai peut-être ça vite fait. J'ai également quelques jeux DS, 3DS. J'ai beaucoup de jeux Switch. Mais bon, c'est des jeux voilà, qui commencent à être un peu plus récents, donc peut-être moins intéressants. J'en ferai peut-être une vidéo un jour globale sur tous les jeux qui me restent. J'ai un peu de jeux PlayStation, un peu de jeux Mega Drive. Voilà, mais j'en ai deux, trois. Vraiment, c'est histoire d'avoir les meilleurs jeux de collection pour avoir un peu ce référentiel rétro gaming et pouvoir garder un peu cette culture quand je serai très vieux et puis qu'on se souviendra de chaque jeu qui sont sortis sur chaque console. C'est un peu l'idée de ma collection, c'est un peu ça que je veux voir et puis transmettre ça à mes enfants à l'avenir. Mon fils commence déjà à bien kiffer, c'est un petit geek. Donc voilà, donc franchement, voilà, je suis ravi de vous avoir présenté cette collection. Dernière chose, il faut savoir que tous les jeux que je vous ai présentés là sont sortis entre 96 et 99, donc sur un temps très court de la console, sur 3-4 ans maximum. Et donc vous voyez le condensé de méga jeux qui sont sortis entre Mario, 2 Zelda à 1 an d'écart, etc. Donc franchement, ils ont tout condensé, ils avaient pris le temps de peaufiner les jeux, parce que la console a mis du temps à sortir, mais comme ils ont mis du temps à sortir, ils se sont laissés embourber, je pense, et PlayStation a pris les devants, ce qui a obligé Nintendo à revoir sa copie et à vite accélérer pour arrêter la Nintendo 64 et passer à la GameCube, ce qui est une console 128 bits encore plus puissante. Puis après, ce sera PlayStation 2, et puis après, etc., etc., etc. Et puis Sega sera plus de la partie. En tout cas, voilà, j'ai 2-3 autres petits trucs à vous présenter avant la fin de cette vidéo. Des bouquins, parce que si vous êtes un geek comme moi, que vous avez envie de vous informer sur le rétro gaming et les anciens jeux et les anciennes consoles et comment tout ça s'est apparu, il y a des super bouquins intéressants que j'ai juste à côté de moi ici. Je vais pousser un petit peu le micro. Et c'est Geeksline qui fait ça. Donc c'est Geeksline. C'est des jeux, des bouquins qui sont épais, donc sur la Nintendo Anthologie. C'est magnifique, tout est expliqué sur comment la genèse de la console, comment ça a été créé, etc. D'où est venue l'idée des développeurs de créer cette console. Vous avez tous les... Là, c'est hyper détaillé. C'est des très beaux livres. Et si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas fan de lire sur des écrans. Alors, moi, je suis pas du tout fan de lire des trucs entiers sur des écrans d'ordinateur ou autre. Vous avez voilà, ces bouquins-là qui recensent tous les jeux vidéo. Regardez. Voilà, en japonais, en français. Vous avez la liste complète des jeux qui sont sortis. Voilà, sur NES. Là, j'ai le bouquin. C'est hyper lourd. Sur la Super NES, donc là, sur la Super NES, vous avez le hardware et le software. Donc vous avez la console et après tous les jeux. Tellement il y a eu de jeux sur la Super NES, ils ont fait un bouquin à part. Les mecs, c'est des fous. Donc là, vous avez voilà, la genèse de la console. Donc voilà, comment elle a été créée, voilà, pourquoi, quelles ont été leurs idées jusqu'à la conception de la console, les faiblesses de la console, les avantages de la console, les parcours des développeurs. Enfin vraiment, c'est hyper complet. Tu vois, vous voyez la PlayStation, là on le voit. Sony PlayStation avec une manette Nintendo, juste là. Comme je vous en ai parlé au début. Donc vraiment, c'était dans les tuyaux, c'était prêt à sortir. Vous avez celle-là, vous avez la Super Nintendo Anthologie. Donc là, vous avez tous les jeux. C'est le software. Et là, vous avez un bouquin complet sur les jeux qui sont sortis sur la Super Nintendo. Donc franchement, une tuerie. Bien sûr, le thème du jour, la Nintendo 64 Anthologie. Voilà, pareil avec tous les jeux qui sont sortis sur la console. C'est vraiment des pépites ces jeux, ces bouquins. Ça vous raconte, c'est hyper intéressant à lire. Donc voilà, je les ai pas tous lus en détail parce qu'il y a beaucoup de pages. Et puis surtout les jeux, vous les feuilletez, mais vous lisez pas tous les trucs des jeux parce que sinon ça vous prend des plombes. Mais c'est génial là. Et la GameCube, une console que j'ai adorée également. J'ai pas beaucoup de jeux, j'ai 3 jeux dessus en collection parce que j'ai plus la place, j'ai plus les moyens et je peux pas tout acheter non plus. Donc je me suis concentré sur la NES, la Super NES, la Nintendo 64, mais la GameCube
J'ai pas beaucoup de jeux dessus, mais ça reste une console que j'ai sur kiffé. Pareil sur des jeux d'anthologie, les Wind Waker, les Twilight Princess, qui sont censés normalement ressortir en HD sur Switch. Croise les doigts, on espère que Nintendo va le faire. En attendant, pour l'instant, c'est pas encore d'actualité, ils nous en ont pas encore parlé. Ils sont pas revenus dessus. Donc espérons que ça va se faire. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je vous mettrai en lien en bas, en commentaire, en description, les liens pour les bouquins Geeksline, si ça vous intéresse. Le site Geeksline, il y a plein d'autres choses. Il y a Sega, il y a tout ça, Dreamcast, il y a tout, c'est hyper intéressant. Laissez-moi juste en dessous des commentaires si vous avez apprécié cette vidéo. Si vous également, vous avez été l'heureux possesseur d'une Nintendo 64 à l'époque, quels jeux vous avez fait, lesquels vous avez préférés. Moi, vous le savez maintenant, hein, les Zelda, les Mario, voilà, ça reste des valeurs sûres pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous savez comment ça marche maintenant. L'abonnement, la petite cloche, vous cliquez, vous êtes averti des vidéos qui vont tomber. Voilà, comme vous le savez, j'essaye d'en faire quasiment tous les 2 jours. J'avais dit au début que j'en ferais 2 par semaine et finalement, ça me passionne tellement. J'ai tellement envie de vous parler de ce que j'aime qu'au final, j'en fais quasiment une tous les 2 jours. Donc voilà, n'hésitez pas, abonnement, petite cloche, le pouce en l'air, ça fait extrêmement plaisir déjà, ça montre que vous aimez mon travail, vous aimez mes vidéos, et ça donne à l'algorithme YouTube une propulsion de mes vidéos en tête de ligne, et du coup ça permet aux gens de les voir en plus grand nombre, et puis de se faire une idée de ma passion, de ce que j'aime. Donc n'hésitez pas à le faire. Les abonnés montent de plus en plus. C'est super gratifiant, ça me fait trop plaisir. Merci à vous, cœur sur vous, pour tout ce que vous... tous les commentaires très gentils que vous me laissez. J'essaye de répondre à tout le monde. Donc voilà, on va finir la vidéo là-dessus. On se revoit très bientôt sur la chaîne. Portez-vous bien les geeks. Ciao, ciao.